République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Jour pour jour, 62 ans, la République démocratique du Congo est devenue un État indépendant. Dans les 62 ans de son indépendance, est-ce que le pays a su sortir de sa léthargie? On parle d'une question d'institution ou une question d'homme. Est-ce que la réponse se trouve dans toutes ces problématiques que nous posons aujourd'hui en rapport avec le pays? 3 cycles électoraux, maintenant c'est le 4e cycle que nous attendons. Les élections qui seront organisées en 2023, l'on se pose autant de questions qui taraudent les esprits. Est-ce que aurons-nous les élections en bonne et due forme avec le caractère y afférent, démocratique, transparente, crédible? Tout dépend de celui qui organise ces élections. L'actualité dans le pays, c'est aussi le mouvement qui s'effectue au niveau ou au sein de l'Union sacrée pour la nation. Déjà, on parle de l'ensemble de Moïse Katumbi qui est devenu une plateforme de l'opposition, avec 34 députés qui ont désavoué leur président ou leur autorité morale pour prêter allégeance au président de la République, autorité morale de l'Union sacrée pour la nation. Sur ce plateau, également, nous nous posons la question de savoir est-ce que la gratuité de l'enseignement est-elle effective? Avec l'annonce du ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique de paiement de 2e palier en ce qui concerne cette gratuité. Nous allons en parler sur ce plateau de l'émission Enjeu de l'heure avec un journaliste avéré. Il s'agit de Joël Kadendanga qui est éditeur et responsable du journal Impact News. Et à titre politique, on peut également le citer comme conseiller en communication du ministre de l'EPST. C'est un confrère, c'est un journaliste avec un parcours élogieux. Joël Kadé, bienvenue sur ce plateau de Enjeu de l'heure. Merci très cher ami, vous m'avez appelé journaliste, mais vous et moi là on est amis. Très bien. Dedans, de l'intérieur comme de l'extérieur, et on est frères. Et nous avons une même destinée céleste. C'est ce que j'ai toujours aimé et ce qui m'a accroché à vous. Merci pour la première fois que vous me recevez dans une émission. Je vous en prie. Par deux fois, nous sommes co-débatteurs, mais là, vous êtes en face de moi. Joël Kadé, 62 ans aujourd'hui, la République démocratique du Congo, pays indépendant. Lorsqu'on veut voir le parcours, est-ce que ce pays a-t-il eu la chance d'avoir les hommes politiques qu'il faut pour l'amener à son destin? Lorsqu'il faut faire une analyse partant des hommes politiques, sont-ils politiciens ou de politiques ou des hommes d'État en République démocratique du Congo? Un grand exercice, il faut analyser le pays sur 62 ans. Vous savez, 62 ans, c'est l'âge mature, c'est le début de la vieillesse, 60 ans. On a fini d'avoir été adulte à 60 ans. Mais à 62 ans, le Congo est en train encore de patauger. Il ne marque pas davantage les pas. Bon, vous me demandez de faire un aperçu général sur son histoire en 1970, 60, qu'est-ce que je dis? Et il y a eu les mouvements d'indépendance. Est-ce que nous l'avions réclamé, nous l'avions voulu? Je ne pense pas. C'était un courant général qui avait été déclenché avec la fin les débuts de la guerre froide. Et il fallait vite accorder l'indépendance. Mais nous avons été, parmi tous les pays colonisés, les plus malheureux. Parce que nous avons connu une petite nation, la Belgique, qui n'a pas voulu former les cadres. Donc, si jusqu'à 1960, on n'avait qu'un seul universitaire, Kanza. Et donc, c'est pour vous dire qu'ils ne nous ont pas aidés. Et ce que l'on appelait les évolués, c'était au maximum les 2-6 ou les 2-4. Et les gens tels qu'on en a connus comme les Lumumba et consorts, ce sont les autodidactes.
Alors cette malchance nous a poursuivis. Ainsi, vous verrez, ce qui n'était pas non plus mauvais, quand le professeur Van Bilsen dit qu'il fallait qu'on ait 30 ans pour nous préparer à l'indépendance, quelque part il avait raison. Parce qu'on n'avait pas encore de politiciens matures devant nous conduire. Voilà pourquoi. Et la Belgique avait semé une gangrène dans les Congolais, cette gangrène qui continue encore à nous avilir jusqu'à ce jour. C'est le tribalisme, les citations à la haine tribale. Donc la Belgique a eu la tendance de privilégier les petites tribus au détriment de grandes, de telle sorte à provoquer les frustrations dans le grand. Et c'est cette politique que Mobutu a pu stopper en 1965 lorsqu'il prend le pouvoir. Et là, c'est après que Tshombe, ce n'est pas Mobutu qui avait réunifié le pays. Ça, il faudrait que ceux qui viennent le sachent. Après que Tshombe ait réunifié le pays, qu'il ait fait organiser les premières élections démocratiques pluralistes en 1965, lesquelles élections sont parties, la CONACAT avait la majorité au Parlement. Et quand Mobutu prend le pouvoir, il comprend la gangrène et il va imposer la territoriale des non-originaires. Si vous regardez dans l'armée, dans la police, l'ANR, dans tous les services administratifs, donc il y avait les non-originaires partout. Et nous pouvons dire que le Congo... une territoriale positive. Qui a payé parce que, je crois, vous allez vous rappeler, vous êtes presque un peu de la même génération, bien que né un peu après moi, vous êtes de la même génération que moi. Vous allez vous rappeler que quand nous étions enfants, il était rare de connaître Isso vient d'où. Il était difficile qu'on se pose des questions parce que pour nous qui avons vécu aussi bien dans les camps militaires, tout comme dans les camps de la SNCC, donc vous parliez soit les Swahili ensemble, Chiluba, Lingala, donc on parlait tout. Alors, Mobutu comprenant là où il avait amené le pays et sentant son pouvoir lui être arraché en 1990, il dit, après moi, ça sera le déluge. Personne n'avait compris cela. Il retourne les originaires dans leur province d'origine. Et en conséquence, les velléités tribalistes recommencent encore à zéro. Il y a eu l'épuration ethnique au Katanga. Et peut-être c'est le nom, ça va s'accentuer avec Mzee Laurent Désiré Kabila, peut-être dû à son nom. Et jusqu'aujourd'hui, c'est difficile qu'on ait eu dans notre pays les hommes d'État. Parce que vous les côtoyez, moi comme vous, ce sont des gens qui ne voient qu'au bout de leur nez. Rares sont ceux qui pensent aux générations futures. Non, ils n'ont pas du compas dans l'œil, pour dire. Non. Je crois parce que quand vous regardez par exemple la guerre de l'AFDEL, tout comme la deuxième guerre d'agression en 1998, tout comme la guerre qui est en train d'être menée par le Rwanda contre notre pays, l'Ouganda et le Rwanda. Donc vous allez voir, ce sont les Congolais qui négocient ou qui trahissent leur pays pour s'allier aux Rwandais en vue d'agresser notre pays. Aujourd'hui, l'ANR est bourré des étrangers, les services de renseignement militaire, notre armée, notre police. Et ça a été fait à dessein depuis 1984 qu'on nous prive la carte d'identité. Et l'objectif de la communauté internationale, c'était d'effacer le Zaïre et de détruire la fierté zaïroise que nous avions. Et j'ai comme l'impression qu'ils ont réussi cela. Et aujourd'hui, quand vous entendez les Congolais, le pays est attaqué. Regardez, comparez le narratif au Congo comme en Ukraine. En Ukraine, tout le monde parle le même langage. Deux narratifs différents, hein. Deux narratifs différents. On sent le patriotisme, l'appartenance à la terre ukrainienne. Le Congolais, on sent, c'est comme s'il est tout à fait indifférent de ce qui se passe à l'est du pays avec toutes les tueries. Non, il y a un problème du déficit de la conscience nationale collective. Par conscience nationale collective que nous n'avons pas, il faut entendre cette petite voix que nous entendions au niveau individuel, le bien et le mal. Les Congolais ne savent pas distinguer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Par contre, nous sommes dans les buzz, dans les spectacles, regardant les buzz sur une vidéo comme celle, une photo déjà des nudités qui sortent comme
celle qu'on a attribuée à mon confrère Pius Romain Roland avec la mère de son enfant, ce sont les fantasmes qui peuvent arriver. Son téléphone lui a été volé. Mais il faut voir combien les Congolais se sont attardés sur ça. On a droit à la vie privée. Malheureusement, on a droit à la vie privée. Alors, donc vous sentez qu'on ne sait pas distinguer quel est le bien. Quand vous naissez rwandais, on vous dit quoi? Toutes les prairies de la RDC là, c'est pour vous. C'est la colonisation qui est venue vous ravir. Votre ennemi, c'est les Congolais. Et il faut voir le début de la guerre de l'AFDEL. Les Rwandais entrés, on les tuait sérieusement. Mais quand on tue ceux qui sont entrés, les autres viennent pour mourir. Mais quel est le Congolais aujourd'hui qui accepte encore de mourir pour la nation? Aujourd'hui, nous sommes là. Au Parlement, c'est la distraction. En principe, à cet instant ici, moi, je ne suis même plus pour l'état de siège dans l'est de la RDC. Je crois qu'il faudrait que le chef de l'État sollicite de 2 chambres du Parlement la levée, donc la guerre, suspension. Non, l'état de la guerre. Il faudrait qu'on déclare la guerre au Rwanda. Encore il faut voir la logistique congolaise, l'armée congolaise, écoutez, moyens de guerre. Nous n'avons pas accès aux armes. Avons-nous les moyens? Toutes les fois qu'on doit... C'est la question fondamentale. C'est une question fondamentale. Quand on doit acheter les armes, on vous dit que vous deviez communiquer les armes que vous avez achetées. Mais écoutez, cher Roland, c'est la RDC qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons toute la logistique. Et aujourd'hui, moi, je crois que le Congo doit se préparer, comme aime le dire le vieux Joachim Diana, à une guerre longue et populaire. Comme Mouzé l'avait dit. Mais oui, il faudrait que le ministre de l'Industrie aujourd'hui, le ministre de la Recherche scientifique, le ministre de la Défense unissent leurs efforts, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Il faudrait qu'ils s'unissent. De la jeunesse également. De la jeunesse également, Yves. Donc il faudrait qu'ils se réunissent au niveau du gouvernement pour réfléchir sur les mécanismes d'une préparation d'une longue guerre contre le Rwanda, contre l'Ouganda. Aussi longtemps que nous serons en train de réfléchir sur les élections. Et d'ailleurs, c'est mon point de vue personnel. Moi, je ne vois même pas aujourd'hui la raison d'aller aux élections. D'aller aux élections, il faut suspendre, régler la situation à l'est du pays. Pour l'instant, il y a l'urgence que Kabila, Katumbi, Fayulu, Mukwege s'unissent autour de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour réfléchir comment mettre d'abord fin à la domination rwandaise dans notre pays. Nous savons bien que le Rwanda, ni l'Ouganda, ni le Burundi n'ont pas les moyens pour agresser et humilier la grande République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, si ces ministres-là s'unissent, nous avons l'ICASI, Mouzé avait tenté l'expérience en 1999, on peut réunir tous les chercheurs congolais, réfléchir comment est-ce qu'on peut monter les armes localement ici, en République démocratique du Congo, pour faire face à cette guerre. Alors, aujourd'hui, si on est là, je vois Fayulu en train de faire le commerce des livres en Amérique, en train de pleurer, faire du théâtre. Moi, je crois que l'heure n'est plus au théâtre. Même au niveau de la jeunesse, tous nos enfants qui viennent de terminer les humanités ici, je crois qu'il y a lieu qu'on suspende le tout, qu'on les envoie tous dans une formation militaire rapide et qu'on inculque la mentalité de la guerre, du patriotisme dans notre pays. Vous savez, Israël Mutombola dit, et j'ai bien suivi cela, comment est-ce qu'on dit que ce sont les Teke et les Yaka qui se battent? Mais quand il y a une attaque de ces assaillants-là, et les Teke et les Yaka se trouvent dans un même bateau en train de fuir. Alors, les gens qui sont en collision ne peuvent pas s'entretuer dans le bateau. Et on vous dit que c'est des gens parlant une langue étrangère qui sont en train de tuer. Mais vous avez des gens à Kinshasa qui veulent que cette guerre atteigne Kinshasa et continue Tshisekedi. Mais on l'a bien dit, le ministre de l'Intérieur, on a suivi, n'est jamais arrivé pour nous faire l'état des lieux de la situation, n'est jamais arrivé à Kwamouth. La seule personne arrivée à Kwamouth, c'est le cardinal Fridolin Ambongo qui est arrivé, qui a su palper du doigt la réalité de ce conflit entre Teke et Yaka. Roland, je vais vous choquer. Roland, je vais vous choquer même les téléspectateurs. Allez-y. Vous savez, nous avons dans ce pays des gens qui ont pris contact avec Kagame. Des gens qui ont peur de Kagame. Dans la plupart des cas, certains de nos ministres, il faut voir comment ils ont fait les selfies avec Kagame. Et ces gens ont difficile à parler du mal du Rwanda.
Alors, quelle est leur importance, leur rôle au sein du gouvernement? Mais le comble, c'est quoi? Le comble, c'est que quand Mzee est venu, il a fait entrer les Rwandais dans notre pays. Les Rwandais ont pris le contrôle de notre armée. C'était le chef d'état-major général, James Kabarebe, qui a été le chef d'état-major. Combien de Rwandais sont entrés? On ne sait pas. La primature, ou le premier ministre, c'était Bouguera, le secrétaire général de l'AFDEL. Combien de Rwandais a-t-il fait entrer? On ne sait pas. Dans toutes nos ambassades aujourd'hui, parce que les affaires étrangères ont été gérées pendant plus de 2 ans par un Rwandais. Combien de Rwandais ont fait irruption dans nos ambassades? Ça, on ne sait pas. Et dans les services de renseignement. Vous avez vu les réformes que Tshisekedi a tenté d'opérer. C'est petit à petit qu'il est allé. À la 4e année, il a réussi à enlever Célestin Mbala pour le remplacer par quelqu'un qui n'a pas de relation avec la Belgique. Quelqu'un qui n'a pas de relation avec l'Union européenne ou les États-Unis d'Amérique. J'ai cité le général Chiwewe. Très bien. Qui n'a peut-être que des relations avec l'Angola. Tchoko comme il l'est, et nous croyons que ça peut porter le fruit. Vous avez appris quand le chef de l'État seul a dénoncé le surnombre au sein de l'armée. Au sein de l'armée, ont donné les munitions, les militaires, la solde pour 21 000 militaires. Et quand on a fait le dénombrement, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait que 10 000. Le général Mbala était au courant. Pourquoi n'a-t-il pas dénoncé cela? Et lui-même venait de faire le recensement peu avant que le président de la République ne parte à Béni. Où partaient les autres tenues militaires? Où partaient les soldes? Où partaient les munitions de 11 000 autres militaires déclarés? Donc ils doivent répondre devant la loi. En principe, mais comment répondre devant la loi lorsque vous avez une justice cousue à la volonté de Kabila? Et parlant de Kabila, c'est du Rwanda. Parce que c'est Kagame qui avait dit, du sommet en bas, tous ceux qui travaillent en RDC ont été au service de la paix. Nous avons connu dans ce pays un chef d'état-major général adjoint, Bosco Tanganda, pour ne pas le citer. Général 3 étoiles. Et quand il se présente à la Cour pénale internationale, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, je suis sergent dans l'armée rwandaise. Dans l'armée rwandaise. D'un sergent au général chez nous. Vous allez comparaître en quelle langue? En Kinyarwanda. Vous êtes né où? Au Rwanda. Vous êtes qui? Rwandais. Qui a fait ça? Avec tous les brassages qu'on a eus en 2002, 2004, CNDP, 2009, M23, 2012, M23. Et ceux de 2012, Kabila avait refusé qu'ils rentrent ici, il les a gardés et ne les avait fait venir que pour tuer les manifestants de 2016 qui réclamaient son départ et qui disaient non au 3e mandat ou à la prolongation. Très bien. Et donc, comment est-ce qu'on peut... Et pour cela, on doit préparer la conscience du Congolais. Vous, moi, et même les journalistes. Quand je vois certains journalistes dans les tralala du meeting qui disent non, on a financé les foules pour que Kabouya soit accueilli à Kisangani, je vois des grands journalistes en faire du buzz alors que le pays est agressé. Chers amis, si nous ne tirons pas attention à la ligne où vont les choses, parce que je le disais tantôt, le Rwanda comme l'Ouganda n'ont pas le moyen de nous attaquer. Il faut engager une diplomatie pour négocier avec les grandes puissances. Parce que vous savez... Nous avons quand même la force sous-régionale qui est arrivée sur place. Moi, je n'ai pas confiance dans cette force-là. Parce que ceux qui ont préparé la déstabilisation de la RDC, ce sont les anglo-saxons. Ils ont utilisé les Rwandais, les Burundais et les Ougandais. Et dans l'armée de l'AFDEL, il y avait les Érythréens, il y avait les Tanzaniens, il y avait les Kenyans, il y avait les Éthiopiens, qui ont attaqué parce que pour eux, il faut constituer l'empire Ima-Tutsi. Et l'empire Ima-Tutsi, vous avez les Nilotiques au Kenya, vous avez les Nilotiques au niveau de l'Éthiopie, de l'Érythrée, de l'Ouganda. Moi, je ne vois pas, parce que vous allez vous rappeler qu'au départ, lorsque la MONUSCO est venue, on a dit que la MONUSCO soit une force d'attaque. On dit non, elle doit construire une zone tampon. Zone tampon, c'est pour réduire les mécanismes de la RDC, les moyens de la RDC, de chasser l'ennemi et le bouter dehors de notre territoire. Et on a envoyé la MONUSCO. La MONUSCO a construit les ponts. C'est pratiquement le bouclier humain de l'agresseur.
Et cette force qui vient encore, là je parle en tant qu'expert en relations internationales, elle ne vient pas pour chasser ces groupes armés. Moi j'ai peur que cette force ne vienne pour faire le travail fait par l'ONU en Libye, au nord du Mali, en Afghanistan. Lorsqu'ils vont partir, les choses seront tellement gâtées et que l'ennemi pourra déclarer la balkanisation de la RDC. Alors, Joël Cadet, en évoluant, vous avez essayé de faire un décryptage de tout ce qu'il y a dans le pays. Mais lorsque tu veux parler aujourd'hui de l'homme politique congolais, parce que pour vous, vous envisagez, vous estimez que au départ, la première génération, nous n'avons pas été préparés. C'était la plupart des autodidactes. Nous arrivons quand même à une certaine mesure, on a des intellectuels, de docteurs en thèse, de professeurs d'université, les universités qui pullulent à gauche et à droite en République démocratique du Congo, des partis politiques on n'en parle pas, des plateformes politiques on n'en parle pas, mais quel est le niveau de la conscience de l'homme politique congolais aujourd'hui? Parce que nous allons arriver par rapport aux plateformes, la situation qui est arrivée à Moïse Katumbi. Cet homme-là, qui il est aujourd'hui par rapport à son pays? Parce que vous parliez également de trahison, de ceux qui se retrouvent de l'autre côté pour prêter allégeance à Kagame, mais ils sont membres du gouvernement, ils sont officiers supérieurs, officiers généraux au sein de FARDC. Quand vous et moi avons étudié, il y a ce que l'on écrit en bas du logo de notre université. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous avez dit quelle est la conscience de l'homme politique congolais. Est-ce qu'avons-nous des hommes politiques congolais qui ont un idéal? J'aimerais que nous fassions, vous êtes politiste comme moi. Vous êtes un grand observateur de la scène politique. Citez-moi un seul politicien qui a un idéal pour la RDC. Parce qu'en principe, moi, à un moment donné, en politologue, je me suis toujours dit, il faudrait même qu'on anéantisse tous les partis politiques qui existent. Qu'on crée des partis, par exemple, un parti des mines, le parti de la forêt, le parti du bois, le parti des eaux. Comme ça, vous savez évaluer un parti politique au regard de sa vision. Le parti de l'environnement, par exemple. Le parti... Nous en avons quand même ici, non? On en a. Bon, mon vieux Didas Pembe, je le salue en passant. Mais quel est l'idéal? C'est après avoir été ministre de l'Environnement qu'il a compris l'importance de l'environnement. Mais quel est un parti où vous allez me montrer un idéal? Parce que derrière l'idéal, quelqu'un peut démissionner pour dire non, chef de l'État, ce que vous faites, je ne suis pas d'accord avec, je quitte le gouvernement. Vous avez déjà vu quelqu'un qui démissionne parce qu'on a blessé son idéal? Mais les gens sont là pour leur positionnement. Et les gens sont là pour se remplir les poches, gagner les marchés par rétrocommission et ainsi de suite. À un moment donné, ça fait mal. Parce qu'on n'a pas d'homme politique disposant d'un idéal pour dire que, regardez, aujourd'hui chez nous, c'est la politique qui paraît mieux payée, c'est la meilleure entreprise du monde, de la RDC. Dites-moi, aujourd'hui on parle encore de Dokolo, on parle de Mbemba Saolona, on avait les hommes, les opérateurs économiques, qui n'avaient même pas envie de devenir ministres. Aujourd'hui on en a encore. Les papas de Moïse, les KTB Katoto, qui étaient dans le commerce. Mais aujourd'hui, vous avez vu même tous les commerçants, les vendeurs du poisson, ils se sont jetés dans la politique. C'est parce qu'ils ont compris que c'est là où on s'enrichit plus. Vous pensez que si Katumbi n'était pas entré dans la politique, il allait avoir les moyens qu'il a aujourd'hui? Donc vous dites que les moyens, la politique a donné à Katumbi les moyens qu'il a aujourd'hui. Mais oui, ça je le dis. Et je peux vous décrire comment il s'est fait de l'argent. Est-ce que vous pouvez nous décrire? Cher ami, Katumbi est en exil. Et il est pourchassé, soupçonné par M. Laurent Désiré Kabila de fournir les armes aux agresseurs au sein du RCD. Il n'était pas millionnaire. Quel million il avait? C'était un commerçant. Ça, tout le monde le sait. Il finançait. Ce n'était pas des millions. Mais il a quand même un master en criminologie. Hein. Oh lolo, pardon. Ok, on y va alors. S'il vous plaît, pas... ne me dérangez pas, cher ami. Vous êtes il dérangé. est là. Il y avait une dette à la GECAMI parce qu'il fournissait du poisson à la GECAMI. La dette était évaluée à plus ou moins 2 000
ou 20 000 $. Il va faire bloquer, avec sa nationalité zambienne. Celui qui écrit, c'est son avocat conseil. Ah bon? C'est le bâtonnier Jean-Claude Muyambo Kiassa. C'est son avocat qui écrit cela, je crois, dans la 2e ou 3e lettre ouverte au gouverneur du Katanga. Il a Zambie, on a arrêté les véhicules congolais avec des minerais. On va constituer une équipe. À l'époque, le vice-ministre, le ministre de Mines, je crois, Kibasa, si je ne me trompe pas, Muyambo était le conseil juridique de Kibasa. Il était de la délégation. Ils sont allés jusqu'en Zambie pour décanter la situation des véhicules arrêtés par le gouvernement zambien sur la requête de leurs concitoyens Katumbi Chapwe. Ils arrivent, ils saluent son grand frère Katouma manqué d'heureuse mémoire, paix à son âme. Il refuse, il le salue en Kibemba. Mon frère, il dit non, tu n'es pas mon frère. On va arranger cette histoire pour qu'on paye son argent. Et quand il rentre sur la négociation de Ngoï Mulunda, le pasteur, et de Mouyej Manguez Mans, alors président du PPRD Katanga. Il rentre, il réclame sa dette, on lui cède la concession de Poeto. C'est quelle entreprise? Et c'est avec cette entreprise qu'il a eu les millions qu'il a aujourd'hui. Et cette entreprise-là avait fait tuer les gens à Poeto. Et c'est au bord de ces véhicules, des véhicules de cette entreprise, Anvil Mining, voilà, Anvil Mining. Aujourd'hui, le procès, Jean-Claude Katende, je le prends à témoin, Georges Kapiamba ont failli être brûlés au siège de la Zado Katanga par les gens que Moïse avait envoyés à l'époque. Ils sont vivants, ils peuvent vous le dire. Ok. Tout simplement parce que Jean-Claude Katende, à l'époque président provincial de la Zado, Georges Kapiamba, vice-président de la Zado, Timothée Mbouya, secrétaire provincial de la Zado, aujourd'hui il a créé aussi son ONG de droits de l'homme, Justicia, ils ont failli être brûlés. Pourquoi? Parce qu'eux réclamaient que Anvil Mining comparaisse en justice, parce que c'est Anvil Mining qui avait fourni le moyen de locomotion pour qu'on ait tué à Poeto. Mon cher ami ici et mon frère, Christian Mondo, avait été arrêté dans cette histoire. On avait cru que c'était lui qui était là-bas et à l'époque, il avait tenu une conférence de presse pour dire « Gens dans l'opposition, je vais à Kinshasa, j'ai rejoint le vieux Tshisekedi. » Et donc, quand vous me dites tout ça, et puis, regardez tous les politiciens ou journalistes à qui ces messieurs a donné de l'argent. Ils sont devenus un peu comme des fous. Ne dis pas ça. Non, mais je vous dis, Qui, regardez par exemple, quiconque. Qui, par exemple? Non, je ne vais pas citer les noms. Moi, je vous dis. Mais qui doit-on regarder? J'ai dit ceci. Vous êtes un grand observateur de la scène politique congolaise. Vous êtes journaliste. Regardez qui à quiconque ce monsieur a donné de l'argent, il est devenu un peu comme un déprimé mental. Comment ça? Mais regardez-les. Je ne vais pas citer les noms. Tu parles de journalistes. Et journalistes. Tu parles de politiciens. Et politiciens. Des qui ont reçu l'argent de Katumbi. Mais regardez-les, vous allez voir. Regardez-les. Ils sont devenus comment? Ce sont tes amis. Ils sont devenus comme des déprimés mentaux. Mes amis, hein. Ce sont tes amis. Qui? Je ne vais pas citer les noms, tu les connais. Ah bon? Moi, je m'oblige même à confondre le plateau. Je commence même à vous tutoyer, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. On est là, on est confrères. Qui a reçu l'argent de Moïse Katumbi? Regardez-les, vous en avez reçu quelques-uns ici. Est-ce qu'ils sont normaux? Pouvez-vous encore vous asseoir avec eux, prendre un pot comme à l'époque, partager avec eux pendant 1 heure, normalement d'une manière décente, sans qu'ils ne haussent leur ton? Alors, parlons de la situation au sein de la plateforme ou du parti politique aujourd'hui, Ensemble pour la République, Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. 34 députés de l'espace du Grand Katanga, l'espace dans lequel vous faites partie également, ont prêté allégeance aujourd'hui au président de la République. Ils ont refusé pratiquement de continuer sur la ligne de Moïse Katumbi. Ils l'ont désavoué. Alors, quel avenir aujourd'hui pour... quel avenir politique pour Moïse Katumbi qui s'est déjà annoncé comme candidat président pour les élections 2023? Vous savez, la situation de Moïse, je pense l'avoir illustrée par une image.
Moïse, c'est comme un papillon. Ah bon? Le papillon, il est arrivé une fois. Attends, Moïse. S'il vous plaît, je vais y aller par Moïse, il est comme un papillon. Ok. Vous savez, le papillon, il y a eu mort d'un éléphant dans un village. Tout le monde est venu couper son morceau. Il est parti. Et le sang qui était resté, tous les animaux qui prennent du sang, tous les oiseaux, tous les insectes sont venus pour boire. Mais le papillon, quand il arrive, il vous dit, je vais couper un petit morceau. Il hésite. Grand morceau. Il hésite. Grand morceau. Il hésite. Jusqu'à ce que tout le monde a pris, la viande est partie, et il va y rester le sang. Tout le monde est venu. Il a commencé à prendre du sang. Moïse dit, le papillon dit, je vais prendre un peu. Je vais prendre beaucoup. Je vais prendre beaucoup, beaucoup grand. Je vais devenir chef de l'État. C'est ce qu'on appelle l'indécision, la lâcheté, la malhonnêteté. Ah bon? Mais oui, il est indécis. Parce que si c'était un homme sérieux, décis, déterminant, il pouvait s'assumer. Il a géré la plus grande province, la plus riche à l'époque, le Katanga, pendant 8 ans avec Kabila. Ils arrivent au bout, après avoir connu tout ce qu'ils ont eu comme problème en affaires, parce que c'est lui, si Kabila est son coach en politique, lui est le coach de Kabila dans ce que l'on peut appeler mafia. C'est lui qui a appris. Notre Kabila, c'est Macky Sall. Il venait de la brousse, il ne connaissait pas. Il venait de Macky avec son père, il ne connaissait pas le commerce. Non. Notre Kabila, vous n'avez pas vu lorsqu'on lui a posé la question qu'est-ce qu'il ferait? Il a voulu même devenir journaliste. Il aime la brousse, il aime la détente. Il n'avait jamais appris comment construire un hôtel. Il n'avait jamais appris comment s'introduire dans les commerces de minerais. Il n'avait jamais appris comment avoir les rétrocommissions. Mais s'il y a quelqu'un qui les lui a appris, c'est son coach. Alors, vous avez géré ensemble. On atteint le sommet. Au lieu d'assumer ensemble le bilan, non, il tire cette partie politique de la majorité présidentielle et il crée G7 pour devenir président de la République. Et je vous dis, je l'ai dit plusieurs fois, je le répète ici sur votre plateau, j'aime Kabila pour un côté. Kabila ne parle jamais du mal des gens. Et surtout pas en public parce que je n'ai jamais partagé son intimité. Kabila, pour la première fois, il a parlé de personnes. C'est lorsqu'il a parlé des journalistes qui se mettent à Nyangwe, ils réfléchissent le lendemain, on va insulter qui après avoir bu. Et la deuxième personne dont Kabila a parlé publiquement dans un média allemand, c'est Katumbi quand il le traite de traite de Judas Iscariote. Et quand un taiseux, tel que nous l'a présenté Lambert Mende, vous dit que c'est un traître, en tout cas il faut le prendre. Et ça, moi je l'ai appris lorsque Tshisekedi a négocié, où ils ont parlé avec son prédécesseur sur le retrait des poursuites contre Katumbi et son retour au pays. Kabila lui a répondu, en présence des témoins qui s'est confié en nous, il dit, moi je lave les mains. Si tu veux que ce monsieur rentre, ce qu'il va te faire, en tout cas, je regrette. Je crois qu'à cet instant ici, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo donne raison à son prédécesseur Joseph Kabila, parce qu'il l'avait prévenu. Et depuis qu'il était venu, il est allé à Kachobo. Il n'avait jamais dit merci à Tshisekedi. En dehors de Escadela qui avait dit merci à maman. Donc vous comprenez que c'est un indécis, un lâche qui ne veut pas s'assumer. Vous avez conclu une alliance avec votre frère Tshisekedi, tel qu'il s'appelle. Alors vous trouvez que les choses ne marchent pas. La moindre des choses c'est quoi? C'est que moi et vous, combien de fois on se dit, mon cher, là je ne suis pas d'accord. Et quand je ne suis pas d'accord, on se sépare. Mais vous êtes au sein du gouvernement. Vous percevez les cotisations de vos membres qui sont au gouvernement provincial du Haut-Katanga. Vous avez des ministères importants. Les ministères importants, les affaires étrangères, les affaires sociales et humanitaires. Les transports. Vous avez les transports des communications. Vous avez le vice-ministre à la Défense. Vous avez au moins 5 portefeuilles. Vous avez les membres au sein des entreprises ici nommées. Vous avez les membres au sein du gouvernement du Tanganyika, au Katanga, même au niveau de... Le ministère du Plan aussi, je crois. Le ministère du Plan, oui. Et c'est lui qui pilote d'ailleurs le programme du développement à la base de 145 territoires. Attends, vous vous rendez un peu compte?
La moindre des choses, c'est dire, écoutez, monsieur, nous quittons. On ne partagera pas le bilan avec vous parce que le bilan est individuel. C'est vous le président. C'est vous qui avez été élu, donc pas ensemble pour le changement. Bon, moi, sur cette question-là, sincèrement, j'ai un autre langage. Vous avez suivi la sortie médiatique d'Olivier Kamita tous? Oui, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui. Comment est-ce que, heureusement, vous en avez parlé, comment est-ce que Tshisekedi va partager le bilan de la gratuité de l'enseignement primaire qui a réussi aujourd'hui à 100% dans tous les établissements publics primaires avec Kabila ou avec Katumbi. Comment il peut? Comment est-ce que Tshisekedi va partager le bilan de la construction de la route Mukambo-Kasumbalesa? Parce que Katumbi, durant tout son règne, on a dit qu'il a fait les infrastructures au Katanga, il a ouvert les routes. Mais les routes, qu'est-ce qu'il y avait au-dessus? C'était ce qu'on appelle le blastre. Il a coloré les routes avec du goudron noir. En tout cas, 1,5 cm. Mais aujourd'hui, allez regarder les routes que Jacques Kiaboula est en train de faire. Cher ami, d'abord, il y a le drap. Toutes les routes que Katumbi avait faites à l'époque, il n'y avait pas de drap. Et Kiaboula a élargi la route sur 4. Il y a au moins 2 bandes aller, 2 bandes retour. Il y a le drap et il faut voir l'épaisseur. C'est du béton. La meilleure route de la RDC aujourd'hui, Mukambo-Sakani et Mukambo-Kasumbalesa. Mais c'est du béton. Ce ne sont pas les blastes que Katumbi avait placés sur les routes de Lubumbashi. Ok. Donc c'est pour vous dire que non, c'est un lâche, c'est un indécis. Moi je ne vois pas comment est-ce que Tshisekedi va partager ce bilan-là avec Katumbi. Moi je suis de l'avis de Olivier Kamitatou. Mais au moins, on retiendra. Autant Kabila l'a fait avec ses ministres durant la coalition FCC Cash, Katumbi l'a fait au sein de ses gouvernements ici. Avec tous ces ministres, ils ont été instruits de jouer jusqu'à atteindre le poteau, le ballon au poteau, de ne pas marquer et de tirer ailleurs. Vous avez vu ce qui arrive avec le ministre des Transports et des Communications. Vous conduisez sur la route aujourd'hui. Est-ce que vous savez que vous êtes un criminel? Parce que vous conduisez sans permis de conduire. Et qui a organisé cela? Chérubin Okende. Chérubin, mais oui. Et puis le bilan, malheureusement, que la jeunesse ne maîtrise pas les textes qui régissent notre pays aujourd'hui. Alors pourquoi il ne démissionne pas aussi? Parce que aujourd'hui, tout le monde le sait qu'Ensemble est un parti de l'opposition. Non, ils ne démissionnent pas parce qu'ils savent qu'ils vont devenir chômeurs. Vous et moi, cher ami, nous fréquentons nos amis les politiciens, non? 2 mois après avoir quitté les fonctions, qu'est-ce qu'ils sont? C'est qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils sont, heureusement. Je suis dans les métiers depuis 1998. Depuis 1998. J'ai connu de mon parcours 3 présidents à ce jour. Mobutu. 4 présidents sur sur le 5. J'ai connu 4 présidents. J'ai connu combien de ministres de ces présidents? Combien de gouverneurs? Parce que moi je viens de province, je viens du Katanga. J'en ai connu autant. Il faut voir quand ils quittent le ministère, quand ils quittent leur fonction, PDG consort 2 mois après quand vous allez lui rendre visite. Si pendant qu'il était au pouvoir, vous pouviez sortir de son bureau avec $200, retenez que vous allez sortir avec peut-être $10 ou rien du tout. Donc c'est pour vous dire que c'est là où ils se retrouvent. C'est pourquoi ils ne peuvent pas démissionner. Avec la promesse. Mais derrière un indécis, derrière un lâche, mais il se comporte aussi en indécis. Quand 4 députés sont partis, déjà il y avait une première vague. Alors, quel avenir politique? Avenir politique, Katumbi ne compte pas sur les Congolais pour gagner les élections. Katumbi compte sur la bande à Renders, à George Forest, aux libéraux belges. C'est avec eux qu'il croit, avec les moyens donnés par Soros, Georges. Et la fondation Bill Clinton, bien sûr, également. La fondation Kofi Annan. Ce sont eux qui sont derrière. Et ils pensent qu'aller aux élections avec... C'est ainsi que vous avez vu la dernière fois. Et puis, vous n'êtes pas... J'aime parler de ces choses. J'aurais aimé avoir un petit journaliste, mais vous connaissez un peu trop. Dites-moi, cher ami Roland Issou, quel est le parti politique qui prépare les élections aujourd'hui? Malheureusement, je ne suis pas permis de vous poser des questions, mais je me les pose et je les réponds. Faites-en une interrogatoire, c'est bon, allez-y. Mais il n'y a pas un seul parti politique, peut-être en dehors de l'UDPS, dont j'ai vu le secrétaire général à Kisangani.
Il n'y a pas de parti politique qui prépare. Parce que préparer les élections veut dire quoi? On est à une année des élections, il faut qu'on forme les témoins. Parce que ce ne sont pas les observateurs, ça ne sera pas l'Église catholique qui va fournir les preuves de l'échec ou de la victoire aux élections. Très bien. Ce sont vos propres témoins qui doivent contresigner les procès-verbaux. Dites-moi un seul parti politique à ce jour qui a formé les témoins. Les observateurs viennent pour observer. Ils peuvent venir avec les smartphones que Katumbi avait donné à Mbongo, à Cholet et consorts pour qu'ils viennent prendre les images. Ça n'entre pas dans les mécanismes du contrôle du vote. Pour préparer les élections, il faut qu'il y ait les témoins. Quel est le parti politique? Tout le monde prépare la contestation. Quand vous entendez, suivez Kamitato, suivez Fayoulou, tout le monde prépare la contestation. En partant de l'équipe Kadima jusqu'en bas, tout le monde ne prépare que la contestation. Tout le monde ne prépare que les troubles. Tout le monde ne prépare que la guerre. Personne ne prépare les élections. Parce qu'à une année des élections, j'aurais aimé entendre qu'à cet instant, SID a réuni 50 000 personnes à Kisangani. Ont-ils le moyen de le faire? Ils doivent en avoir. Parce que quand vous irez, je vous dis que ceux qui amènent les preuves, et puis les preuves, on n'amène pas les cartons des bulletins recueillis par les observateurs de l'Église catholique. Ce sont les bulletins contresignés parce que chaque témoin, à l'issue du dépouillement des urnes, chaque témoin note qui a voté, combien ont voté, qui a eu combien, ainsi de suite. Et sur ces bulletins, sur sa feuille de témoin, il signe ensemble avec le président du bureau de vote, même au centre de compilation. Il faut que vous ayez votre témoin. Alors dites-moi, quel est le parti politique aujourd'hui qui peut parler de témoin? Joël Cadet, on arrive lentement et sûrement vers la fin de ce numéro de l'émission Enjeu de l'heure. Dis-moi aujourd'hui, quel est le bilan qu'on peut établir par rapport à la gratuité de l'enseignement? Les choses ont évolué dans le sens positif ou bien c'est encore à pas de tortue? Personnellement, j'ai fait toute la République démocratique du Congo. La gratuité de l'enseignement est une réussite totale dans tous les établissements publics primaires. Parce que c'est ce que dit la Constitution, à son article 43. La Constitution dit l'enseignement primaire est obligatoire et il est gratuit. Mais dans la loi cadre de 2014, dont certaines dispositions sont anticonstitutionnelles, on parle de gratuité de l'enseignement de base. C'est ainsi que durant du temps du ministre Bakonga, il avait rallongé ça jusqu'au niveau de première, deuxième CO que vous et moi avons étudié, qu'ils appellent aujourd'hui 7e et 8e. Mais la gratuité de l'enseignement ne concerne que l'école primaire. Et cette école primaire, c'était école primaire publique, pas privée. Il faut savoir que depuis que l'État avait démissionné du secteur de l'enseignement, d'une manière générale de l'université jusqu'à en bas, il y a eu certaines églises qui ont créé leurs écoles. Par exemple, aujourd'hui, vous n'allez pas imposer la gratuité de l'enseignement à Monseigneur Moké ou à Monseigneur Mosengo, Cardinal Mosengo, Cardinal Maloula. Ce sont des écoles catholiques, bien sûr, dirigées par les prêtres, bien sûr, mais ce sont des écoles privées. C'est comme la personne qui avait posé la question au président de la République à Chikapa, qui disait que non, on demandait de l'argent dans les écoles. Son école, c'est une école privée adventiste. Ce n'était pas une école publique. Alors, si vous enlevez ça, mais malheureusement, il y a eu ce que nous appelons les effets induits de la gratuité, notamment le surpeuplement des élèves dans les salles de classe. À cette question-là, je crois que le président de la République y a déjà trouvé la solution par la construction de 200 écoles dont les appels d'offres ont été lancés. Et ça a été dépouillé. Bientôt, vous aurez les entreprises qui vont construire ces écoles. Vous avez ce matin même, du lundi, vous avez le BCECO qui vient de signer un protocole d'accord avec le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique pour la construction de 145 écoles, surtout dans 9 provinces. Et cet argent est le résultat du contrôle du fichier paye par la Banque mondiale qui avait trouvé que, en tout cas,
Et le fichier paie a été nettoyé de toutes les salissures qui ont été découvertes dans les années passées. Et en conséquence, la Banque mondiale a donné 185 millions de dollars. Et sur les 185 millions de dollars, le ministre Tony Mwaba a demandé à son collègue, le ministre Nicolas Kazadi, de donner 60 millions de dollars en vue de construction de la réhabilitation des infrastructures scolaires. Et en conséquence, le ministre des Finances a consenti à la requête de son collègue. Et ce matin, il y a eu la signature de ce protocole d'accord. Donc nous aurons les écoles. Autre manière de résoudre ce problème, le Premier ministre a lancé la campagne « Pas une école sans banc ». Et dans toutes les provinces, il a à titre symbolique donné 1000 bancs à chaque province. Et je crois qu'avec l'appui, parce qu'il en va des attributions de gouvernements provinciaux, ils vont également construire les bancs. Les frais de fonctionnement qui sont envoyés aux provedes, aux sous-provedes, aux chefs d'établissement, on leur a demandé également qu'ils puissent s'approprier cette campagne de Pas une école sans banc. Voilà, vous observez l'objectif de la caméra. Aujourd'hui, avec le changement à la tête de forces armées de la République démocratique du Congo, peut-on espérer à une forte offensive pour la récupération de Bunagana? Bon, personnellement, je crois. Je crois non seulement au patriotisme, parce que quand une armée se bat seule, c'est là où ça pose problème. Aujourd'hui, notre armée se bat accompagnée de la population. Et sur base de cela, et si je dois croire à mon Dieu, qui est dans le général Chiwewe, que je ne crois pas être malhonnête, je pense que les choses peuvent marcher. J'ai vraiment confiance. Merci Joël Cadet. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, pour ce numéro de Mogrosso. Gardi Diana était aussi là pour assister, mais il sera notre prochain invité parce qu'il parle bien, il réfléchit également. C'est parmi les journalistes qui réfléchissent pour le pays. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro de l'émission Enjeu de l'heure sur Tosungana Télévision. Bonne suite de programme chez vous. Au revoir.